Quelles sont les compétences nécessaires pour être data scientist en 2024? Comment passer de zéro à data scientist? Quelle est la roadmap que vous devez absolument suivre pour développer les compétences les plus recherchées sur le marché du travail en ce moment? C'est exactement ça le thème de cette vidéo. On va voir ensemble une roadmap complète que j'ai conçue spécialement pour vous, pour pouvoir vous aider à passer de zéro à data scientist. Comment est-ce que j'ai conçu cette roadmap? En fait, c'est simple. Pour concevoir cette roadmap, je me suis basée premièrement sur mon expérience personnelle parce que c'est déjà bientôt 5 ans que je travaille en tant que data scientist, principalement de secteur financier. J'ai un diplôme d'ingénieur data scientist de l'ENSAI, ça c'est la première source d'information. La deuxième source d'information, c'est bien évidemment le marché du travail. Quelles sont les demandes des entreprises pour le poste data scientist, que ce soit sur Google, Facebook, Meta, Apple et dans la plupart des offres d'emploi que j'ai vues sur LinkedIn, Indeed et autres. Deuxième source d'information, c'est le marché du travail. Et la troisième source, bien évidemment, pour concevoir un programme, pour vous inspirer des meilleurs. Donc à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, inspirez-vous des meilleurs. Aujourd'hui, vous voulez être data scientist, demandez-vous quelles sont les meilleures écoles en data science en France par exemple et inspirez-vous du programme de ces écoles-là. C'est la question que je me suis posée. En France aujourd'hui, quelles sont les meilleures écoles de data scientist? Il y a l'ENSAE ParisTech, il y a l'ENSAI, voilà les deux plus grosses écoles d'ingénieurs. J'ai pris le programme de l'ENSAE, j'ai regardé première, deuxième, troisième année. Pareil à l'ENSAI, première, deuxième, troisième année, toutes les filières confondues et j'ai conçu ce programme pour vous aider à passer de zéro à data scientist. Avant de voir dans le détail la roadmap complète, commençons par comprendre que signifie data scientist. Que font les data scientists? Parce que vous ne pouvez pas chercher à devenir data scientist sans comprendre ce qu'est réellement ce métier. Moi, la définition du métier de data scientist que j'ai adoptée, c'est celle de Casey Kosikov, qui était Chief Decision Scientist chez Google, qui dit que les data scientists sont des professionnels qui ont l'art de rendre la donnée utile. Aussi simple que ça. Les data scientists, ce sont des professionnels qui ont l'art de rendre la donnée utile. Comment est-ce que les data scientists arrivent à rendre les données utiles? En fait, en général, les data scientists rendent les données utiles en utilisant 5 groupes de compétences clés. Moi, je les ai divisés en 5. Première catégorie, c'est tout ce qui va être lié aux mathématiques, aux statistiques et probabilité. Maths, stats, probabilité, la base si vous voulez être data scientist. Deuxième groupe, c'est tout ce qui va être lié à la programmation. On va programmer en quoi? Python, R, SQL, voilà les langages les plus demandés aujourd'hui sur le marché du travail pour les data scientists. Troisième groupe, c'est tout ce qui va être lié au machine learning et au deep learning. De plus en plus avec l'IA générative ChatGPT, on demande également aux data scientists de s'intéresser à ces sujets-là parce que ça prend de plus en plus d'ampleur. Dans le troisième groupe, IA générative, machine learning, deep learning. Quatrième groupe, tout ce qui va être déploiement de modèles, parce que lorsque les data scientists vont développer les modèles, ils doivent également avoir une compréhension de comment ça peut être déployé. Quatrième groupe. Et le cinquième groupe, bien évidemment, on est data scientists. On travaille pour un métier, on rend la donnée utile pour les métiers, donc il faut avoir des connaissances business, également des techniques de data visualisation. Donc voilà les 5 grands groupes de compétences: mathématiques, statistiques, probabilité, la base. On apprend à programmer R, Python, SQL. On va comprendre le machine learning, le deep learning. Et lorsqu'on est avancé, on s'intéresse à l'IA générative parce qu'on en parle de plus en plus. Quatrième groupe, tout ce qui va être déploiement de modèles pour bien discuter avec les équipes qui vont déployer les modèles. Et cinquième groupe, la connaissance business. Ok. Donc voilà les 5 grands groupes de compétences sur lesquels les data scientists se basent pour rendre les données utiles. Pour être plus concret, vous donner un exemple typique de projet sur lesquels les data scientists travaillent, par exemple dans le secteur bancaire, parce que c'est le secteur que je maîtrise le mieux. Ok. Dans le secteur bancaire, lorsqu'une banque veut octroyer du crédit à un client, par exemple le prêt immobilier, imaginez-vous, vous voulez prendre un prêt immobilier, en fonction de vos caractéristiques, la banque aura un calculateur, va rentrer vos caractéristiques dans un ordinateur et l'ordinateur va ressortir vos chances de rembourser le crédit ou pas. En gros, en fonction de vos caractéristiques, vous pouvez avoir une faible probabilité de rembourser le crédit, auquel cas on ne vous accorde pas le crédit, ou alors des chances élevées de rembourser. Donc on va mettre risque faible, risque élevé. C'est un peu ce qu'on fait. On va classer les clients du risque faible au risque élevé. C'est ça le travail d'un data scientist. Développer justement ce modèle mathématique qui va donner le niveau de risque des clients en fonction de leur caractère. Okay. Pour pouvoir développer ce modèle qui donne le niveau de risque, comment est-ce qu'on procède dans la pratique? En fait, on procède en 7 étapes clés. C'est très important. Pour pouvoir donner ce niveau de risque, on procède en 7 étapes clés. La première étape dans ce process justement, c'est définir la problématique, définir le problème. Peu importe le projet de data science que vous allez réaliser, il y aura toujours cette étape. Dans le cadre du secteur bancaire que j'ai pris ici, le problème c'est je veux concevoir une règle de décision qui me donne les niveaux de risque faibles, élevés pour l'ensemble des clients. Première étape, ok. Et dans cette étape, vous voyez que ce qui va jouer, c'est la connaissance business. C'est pour ça que j'ai dit, dans les 5 catégories, il y avait la connaissance business. Donc dans cette première étape, la connaissance business sera très importante dans la définition de la problématique. Une fois qu'on a compris le problème, on a défini la problématique, passe à la deuxième étape, c'est de savoir collecter les données. Parce que pas de données, pas de modèle. Les data scientists ne peuvent pas travailler sans les données, c'est impossible.
Une fois qu'on a défini le problème, on cherche à avoir les données. Où est-ce qu'on trouve ces données? C'est souvent dans les entrepôts des données des entreprises, data warehouse, data lake, peu importe. Et vous voyez que à ce moment-là, il faut avoir des compétences pour extraire des données dans des bases de données. D'où la nécessité de connaître programmer, notamment SQL, parce qu'on peut requêter les bases de données avec SQL. C'est l'importance à cette deuxième étape-là d'avoir ces compétences-là, avoir la programmation en programmation pour extraire des données. Une fois qu'on a les données, on a assuré leur qualité. La troisième étape va consister à choisir les indicateurs les plus pertinents qui expliquent le niveau de risque d'un client. Qu'est-ce qui explique qu'un client a un risque faible de rembourser? Qu'est-ce qui explique qu'un client a un risque élevé de rembourser? Ça, c'est la troisième étape. Pour ça, on va se baser sur la connaissance du métier bancaire. C'est pour ça qu'un data scientist doit connaître le business, parce qu'il va échanger avec les business, avec les métiers pour choisir les meilleurs indicateurs. On doit connaître les statistiques, parce qu'à cette étape-là, on fait souvent des tests statistiques pour choisir l'indicateur le plus pertinent. On doit connaître les mathématiques, parce qu'il y a des calculs qui entrent en jeu. Vous voyez déjà qu'à la troisième étape, les data scientists doivent exploiter leurs compétences en statistique pour choisir les variables les plus importantes, exploiter leur compréhension du métier bancaire, parce que lorsqu'on va discuter avec les experts, il faut quand même qu'on ait un minimum de connaissances en fait. Donc à la troisième étape, on a l'utilisation des connaissances statistiques, mathématiques, probabilistes et aussi bancaires. Une fois qu'on a défini la problématique, on a collecté les données avec l'utilisation des connaissances en programmation, on a choisi les variables les plus pertinentes avec la notion statistique, probabilité, mathématiques et métier encore, on passe à la quatrième étape qui va consister à développer le modèle. Quand on dit développer le modèle, on doit connaître le machine learning, le deep learning. C'est pour ça que j'ai mis dans l'ensemble des compétences machine learning, deep learning, parce que le développement des modèles se base souvent sur ces techniques-là. Une fois qu'on a développé le modèle, on passe à la cinquième étape qui va consister à valider ce modèle-là, choisir le meilleur modèle, choisir le modèle le plus pertinent d'un point de vue statistique et d'un point de vue métier. La sixième étape, c'est ce qu'on appelle le déploiement, c'est-à-dire mettre le modèle en production. Si vous travaillez dans les grandes entreprises, en général, vous n'aurez pas à déployer ces modèles parce qu'il y a une équipe qui se charge de cela, mais vous allez être impliqué parce que vous devez expliquer le modèle à cette équipe-là. Vous devez vous rassurer que le modèle en production est conforme à ce qui a été développé. Bref, il y a pas mal de tests que vous devez vérifier avant de mettre le modèle en production. D'où l'importance de la compréhension de la partie 4 qui était déploiement. Et une fois que le modèle est déployé, on ne laisse pas comme ça en fait. La septième étape, c'est justement ce qu'on appelle le backtesting, le suivi des performances de ce modèle-là. Voilà, la septième étape. Et lorsqu'on fait du backtest, il y a les connaissances en stats qu'il faut avoir, les connaissances en mathématiques, en probabilité, en machine learning aussi. Donc vous voyez que dans les 7 étapes du métier de data scientist que j'ai présenté de secteur financier, on doit avoir une bonne connaissance en mathématiques, statistiques, probabilité. On doit comprendre, on doit savoir programmer R, SQL. On doit connaître le machine learning. On doit avoir des bribes de connaissances en déploiement, même si on ne sera pas responsable tout le temps du déploiement. On doit avoir de bonnes connaissances métiers. Et c'est exactement ce que je vais vous présenter dans la roadmap tout de suite. Nous sommes sur mon notebook et voici la roadmap complète que je vous recommande pour passer de zéro à data scientist. Je me suis inspirée d'une vidéo que vous avez juste ici. Pour pouvoir réaliser cette roadmap, n'hésitez pas à la regarder parce qu'elle est assez complète sur le sujet. Elle parle de Full Stack Data Science Roadmap 2023. J'ai également pris le programme de l'ENSAI et de l'ENSAE pour compléter. Donc, vous avez la roadmap ici. Comment est-ce que vous devez l'utiliser? Il y a 2 approches. La première approche, c'est celle que moi, j'utilise personnellement lorsque je souhaite me former. C'est une approche, en fait, en T, comme ça. Donc, pourquoi? Parce que je ratisse d'abord là, je commence d'abord par avoir une vision globale de l'ensemble des notions que vous voyez ici. Donc, je vais aller rapidement, vraiment très rapidement, avoir la vision globale. Une fois que j'ai la vision globale, je sais à quoi chaque élément sert. Je vais à profondeur. Donc, je ratisse large. Ensuite, je vais en profondeur. Parce que tant que je n'ai pas compris l'utilité d'une notion, moi, je ne sais pas à quoi ça me sert, je ne vais pas en profondeur. Une fois que je comprends, je creuse. Donc, on commence par, moi, c'est mon approche, je commence par ratisser large. J'apprends tout rapidement et ensuite j'approfondis. La deuxième approche, c'est d'autres profils aussi. Je commence plutôt par approfondir ce qui m'intéresse. Donc, je vais vraiment en profondeur et je remonte. Voilà. Ce sont les 2 approches. C'est à vous de choisir l'approche qui vous intéresse. Il n'y a pas d'ordre, honnêtement. Donc, choisissez en fonction de votre background, quelle thématique vous souhaitez aborder en premier. Donc, le plus important, c'est de comprendre l'ensemble des notions qui sont disponibles ici. Première étape, c'est de commencer par les statistiques descriptives. Pourquoi est-ce que je vous recommande de commencer par les stats descriptives? Parce que vous aurez un premier résultat rapidement. Vous allez comprendre pourquoi en fait. Parce que
Ici, l'objectif, c'est que vous arrivez à comprendre rapidement les vocabulaires en statistique, comme la notion de population, la notion d'observation, la notion d'échantillon, la notion de caractère. Comment est-ce qu'en fonction d'une problématique, on choisit l'indicateur le plus approprié? Ça, vraiment, c'est fondamental, c'est capital. J'ai vu beaucoup de personnes en entreprise qui faisaient des moyennes sur des variables qualitatives. Imaginez-vous, j'ai une variable qui prend 1, 2, 3, 1 pour homme, 2 pour femme, 3 pour autre. Et je fais la moyenne de 1, 2, 3. Vous voyez que ça ne veut rien dire. Donc faites attention, le type de variable, ça change tout. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien comprendre cela et choisir le graphique le plus pertinent en fonction de la nature de la variable. C'est pour ça qu'ici, je vous recommande de commencer par les statistiques univariées. Qu'est-ce que vous apprenez à ce niveau? Déjà, les types de variables, qualitatives, quantitatives, variables ordinales. Comment est-ce qu'on mesure les tendances centrales? Comme c'est mentionné ici, que ce soit la moyenne, la médiane, le mode. Comment est-ce qu'on mesure la variabilité dans nos données avec les cas types, la variance, l'intervalle interquartile? Une fois que je comprends ça, il faut que j'arrive également à choisir comment est-ce que j'arrive à représenter mes données. Quel graphique choisir? Je dois savoir que lorsque j'ai une variable qualitative, je peux mettre en place un diagramme en barre ou un diagramme circulaire. Lorsque j'ai une variable quantitative, je peux mettre en place un histogramme, une courbe de densité ou encore un box plot, boîte à moustache. Donc vous voyez, avec ça, vous aurez cette compétence et valider ces compétences-là avec un projet. Le premier projet, moi, je vous recommande de faire cela en Excel. Pourquoi Excel? Parce que tout simplement, c'est le logiciel incontournable. Donc, commencez à vous familiariser avec Excel. Donc, vous faites un projet sur une base de données qui vous intéresse. Ça peut être des ventes, ça peut être peu importe. Sur une base de données qui vous intéresse, vous le faites en Excel pour apprendre les stats descriptifs univariés. Choisir le meilleur graphique, choisir le meilleur calcul, moyenne, mode, état type et autres, et interpréter les résultats. Une fois que vous validez cette compétence-là, vous passez à la deuxième étape qui est de faire les statistiques descriptives bivariées. Cette fois-ci, on va travailler avec deux variables simultanément. À ce niveau, savoir choisir comment est-ce que je représente une variable qualitative et une variable quantitative. Par exemple, je prends encore le JAR et le niveau de revenu. Comment est-ce que j'arrive à analyser les deux? Je dois savoir que lorsque j'ai une variable qualitative et une autre qui est qualitative, je dois mettre en place un diagramme en bas. Lorsque j'ai une variable qui est qualitative et une variable qui est quantitative, je peux mettre en place une boîte à moustache, un violin plot, c'est-à-dire un diagramme en violon. Lorsque j'ai une variable quantitative et une variable quantitative, je peux mettre en place un nuage de points. Je dois savoir, je dois maîtriser ça. Ça doit être simple, limpide. Je dois comprendre également les mesures de corrélation. Par exemple, deux variables quantitatives, je dois comprendre la corrélation linéaire, que ce soit Pearson, Spearman, Kendall, et je dois comprendre la différence entre corrélation et causalité, corrélation, covariance, toutes ces notions-là, je dois maîtriser. Ensuite, j'analyse le lien entre deux variables qualitatives. Là encore, c'est sur le plan descriptif. Je mets en place un tableau de contingence. Je commence déjà à introduire la notion de statistique du qui 2, même si je ne vais pas en profondeur, j'introduis. Une fois que je finalise les liaisons entre qualitatif, j'apprends à analyser qualitative et quantitative. Là, je pense à rapport de corrélation. J'arrive à comprendre ce que c'est concrètement. Et j'introduis la notion d'analyse de variance. Et je fais un deuxième projet, et toujours en Excel. Dans mes premiers pas en statistique, je les fais en Excel pour apprendre Excel, pour apprendre le calcul derrière chaque indicateur. Une fois que j'ai fini, je peux passer à la prochaine étape, vous voyez. Et là, je vous ai mis quelques ressources. Il y a des chaînes YouTube que je vous recommande, bien sûr. Je vous recommande bien évidemment le coin stat qui est juste là. Mais sinon, il y a des chaînes que moi j'adore. Il y a par exemple celle de Casey Kosikov qui est juste là, qui a fait pas mal de vidéos pour démystifier certaines notions statistiques. Il y a la chaîne de StatQuest, référence en matière de statistiques également. Vous avez également deux autres chaînes que j'aime ici, JB Statistique qui a fait une série de vidéos aussi. Vous pouvez les regarder sur les statistiques qui expliquent très bien. Vous avez également Brandon Falls qui fait également des vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à regarder ces ressources, monter en compétences. Et voilà, donc, première étape, je fais les statistiques descriptives, univariées, bivariées et je fais deux projets en Excel. J'ai terminé les stats descriptifs univariés et bivariés. Maintenant, je passe à la prochaine étape qui est apprendre à programmer. Comment est-ce que j'apprends à programmer? En général, la première étape pour apprendre à programmer, c'est apprendre ce qu'on appelle l'algorithmique. Pourquoi? Parce que lorsque vous apprenez l'algorithmique, je vous assure, vous êtes imbattable. Vous montez en compétence rapidement dans n'importe quel langage de programmation. Ici, vous allez vous concentrer sur Python parce que comme vous le voyez sur ce schéma,
Python, R et SQL sont les langages les plus demandés en data science depuis 2018, depuis des années. Donc, n'hésitez pas à former-vous en ces langages-là. Donc, je commence par apprendre l'algorithmique et la programmation avec Python. Première étape, algorithmique et programmation avec Python. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est d'acquérir les éléments de base impératifs à tout langage. Les variables, les boucles, les tests, les fonctions, les classes. Je comprends les notions de base en algorithmique comme la récurrence, comment est-ce que j'arrive à comprendre la complexité algorithmique, le coût, la programmation dynamique, la dichotomie, etc. Donc, j'apprends les bases. Et ces bases, je vous les ai mis ici, là. Tout ce qui va être définition des caractéristiques d'un algorithme, pseudocode, je dois apprendre les recherches, procédures et fonctions, les structures de données, les tableaux, les listes. Et en Python, comment est-ce qu'on manipule les données en Python? La notion de boucle, les tests, les fonctions, les classes et la programmation orientée objet, les exceptions, les modules, bref, j'approfondis tout ça. Et là, je vous ai mis quelques algorithmes populaires du programme de l'NSAE que vous pouvez mettre en place pour être adaptable dans n'importe quel langage de programmation. Par exemple, l'algorithme de CRI, les files d'attente, etc. Et il y a une ressource qui est très intéressante que vous pouvez utiliser. En gros, ce sont les TD de l'NSAE dont le professeur il a mis ça en ligne gratuitement. N'hésitez pas, allez-y, formez-vous. Vous avez ici les TD avec les bases. Donc, si vous voulez comprendre les bases, vous avez pas mal de TD ici que vous pouvez utiliser franchement. Vous avez les bases. Donc, allez-y, profitez-en, lisez chaque élément. C'est disponible. Par exemple, en algorithmique, les algorithmes dont je parlais, vous avez plusieurs recherches dichotomiques. Vous pouvez les faire, vous comprenez le principe, vous les testez en Python, vous définissez les fonctions. Vraiment, allez-y, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et quand vous apprenez ce type d'algorithme, au départ, vous n'allez peut-être pas comprendre à quoi ça sert, mais honnêtement, ça vous permet d'être adaptable dans n'importe quel langage de programmation. Vous voyez, donc ici, vous avez l'ensemble des notions en algorithmique. Je viens de finaliser en fait l'algorithmique et la programmation, je l'ai fait en Python. Maintenant, je passe à l'étape suivante, qui est apprendre Python pour la data science, parce qu'on ne va pas faire tout le temps les notions algorithmiques, entre guillemets. L'algorithmique, c'est pour développer sa logique, c'est pour être adaptable. Une fois que j'ai ça, je réapprends les bases de Python, notamment, je choisis un IDE, ça peut être PyCharm, VS Code. Les data scientists en général, c'est Jupyter Notebook qui est facile parce qu'il y a la documentation en même temps, il y a le résultat. Vous avez également Google Colab qui est juste là, qui vous permet de coder de façon interactive en ligne. N'hésitez pas à tester cela également. Donc, vous apprenez les bibliothèques importantes, Panda, NumPy, Matplotlib, Sklearn, Request, pour pouvoir requêter des API. Vous démarrez, bien sûr, là j'ai mis démarrer avec Python, type de données, variables, conversion, fonction lambda. Vous pouvez revoir notamment les vidéos des Daily Life Coding disponibles sur ma chaîne juste là, n'hésitez pas à revoir. Python intermédiaire, ce que vous devez savoir, programmation orientée objet, pour ne pas être perdu. Et là, vous avez quelques ressources pour pouvoir bien progresser. Et là, j'ai notamment mis un lien utile pour Python, pour la data science. Donc, vous avez pas mal de choses ici, les bonnes pratiques en Python, n'hésitez pas, profitez-en. Une fois que vous avez appris Python, vous faites un projet. Là, ce sera le troisième projet de votre reconversion. Projet statistique descriptif univarié et bivarié en Python. Vous avez vu, au départ, les deux premiers projets, vous les avez faits en Excel, univarié et bivarié. Le troisième projet, vous faites la même chose, ou bien sur une autre base de données en Python pour consolider vos connaissances en Python. Okay? Juste ici, on a fait 3 projets. Jusqu'ici, on a appris la stat descriptif univarié, la stat descriptif bivarié. On a fait 2 projets en Excel. Maintenant, on a appris Python, on a pris l'algorithmique, on a fait un projet en Python, stat uni et bi. On passe maintenant, on apprend, si on veut, on apprend R. Parce que R, comme je l'ai mis ici, c'est le meilleur langage en termes de visualisation. C'est le langage le plus pratique si vous voulez faire des statistiques, comme c'est mentionné ici. Donc, n'hésitez pas à apprendre R. Pour apprendre R, c'est la même chose en fait. Vous avez l'environnement de développement qui est RStudio. Vous apprenez les packages fondamentaux, dplyr, tidyr, ggplot2 pour faire des graphiques. Vous apprenez les notions de base dans n'importe quel langage. Comment est-ce que les données sont stockées? En tant que data scientist, on commence toujours par la donnée. Tout commence par la donnée. Je comprends les statistiques avec R. Je comprends comment est-ce que je peux gérer mes projets avec RStudio. J'installe les librairies, etc. Et vous avez ici les notions plus avancées. Est-ce que je veux créer mon propre package? Donc ça, c'est vraiment avancé. Commencez d'abord par apprendre les bases. Une fois qu'on a appris les bases, on fait un projet. Donc vous voyez, la stratégie, c'est théorie, pratique, théorie, pratique, théorie, pratique. J'ai fait un projet stat descriptif univarié et bivarié en R. Donc là, j'ai déjà 4 projets, 2 en Excel, 1 en Python et 1 en R. Et là, vous avez des conseils pour bien écrire votre code. Comment est-ce qu'on arrive à avoir
un style de code bien en R, laisser des espaces. Comment est-ce qu'on arrive? C'est un guide de Google, ça. Vous avez également la même chose en fait en Python avec PEP8. N'hésitez pas à lire pour avoir un code qui est écrit suivant les règles de l'art. Vous avez appris cela, vous avez appris R, vous avez appris Python. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses, aux choses qui sont souvent compliquées pour certains, en fonction de votre background. Ce sont les mathématiques. Donc, sur ce graphique que j'ai pris sur Internet, vous avez l'ensemble des notions en mathématiques qui sont intéressantes lorsqu'on est data scientist. Vous pouvez aussi adopter une stratégie où je fais les stats, je fais les maths, je fais programmation, je fais les maths alternées. Mais voici les mathématiques que vous devez maîtriser juste ici. Premier gros pilier en mathématiques qui est là, c'est l'algèbre linéaire. Tout ce qui va être travaux sur les espaces vectoriels. L'idée ici, c'est que vous apprenez les notions essentielles pour la data science, comme changement de base, inversion de matrice, les déterminants, réduction de matrice, résolution de systèmes linéaires et autres, démontrer les propriétés caractéristiques des espaces euclidiens, propriétés des projections orthogonales et autres. Donc vous avez ici toutes les notions, espaces vectoriels. En général, par exemple, une technique comme l'ACP, analyse en composantes principales en machine learning, se base sur les notions d'algèbre linéaire. Donc si vous souhaitez comprendre comment est-ce qu'on analyse des variables sur le plan multidimensionnel, on parle d'espace vectoriel. L'algèbre, c'est votre meilleur ami. Vous avez compris l'algèbre, maintenant vous passez à l'analyse. Tout ce qui va être fonction, limite, continuité, fonction multivariée, équation différentielle, les séries, les séquences, etc. J'ai mis l'ensemble des notions ici. Vous faites de l'analyse. Quand vous avez réalisé l'analyse, il y a les techniques d'optimisation. En machine learning, on apprend, on optimise. Lorsqu'on calcule les paramètres, on a souvent besoin de trouver les meilleurs paramètres possibles. C'est pour ça que comprendre les techniques d'optimisation, c'est très important. Tout ce qui va être fonction convexe, concave, les descentes de gradient, méthode de Newton, les méthodes de Lagrangien. Donc, vous avez l'ensemble des notions ici qui sont souvent utilisées en data science. Jusqu'ici, vous avez appris l'algèbre, vous avez appris l'analyse, vous avez appris l'optimisation. Vous apprenez les probabilités. Ça, vous ne pouvez pas faire l'impasse là-dessus. C'est la base. Comprendre les notions des probabilités est important parce que même pour faire les stats, il faut comprendre les probabilités. Donc ici, probabilité conditionnelle, les notions d'indépendance, théorème de Bayes, le théorème central limite, la loi des grands nombres, on doit passer par là. Comprendre l'ensemble des distributions comme la loi binomiale, la loi de Poisson, la loi géométrique, la loi hypergéométrique, la loi uniforme, la loi normale, la loi exponentielle. Comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, dans quel contexte les utiliser, les fonctions génératrices de moment, transformer de Laplace et de Fourier. Bref, processus stochastique, j'ai mis ça, mais honnêtement, ça dépend où vous travaillez. Si vous travaillez en finance, oui, il faut comprendre ça. Chaîne de Markov, oui. Mais les plus importants, c'est ceux qui sont juste là. Donc voilà, on apprend les probabilités. Donc en mathématiques, je résume ce qu'il faut comprendre. Algèbre, analyse, optimisation, probabilité. Vous avez un graphique qui est un peu plus détaillé que ce que j'ai, mais vous avez le graphique ici en fait. Une fois qu'on a compris les mathématiques, vous avez les ressources juste ici. On apprend maintenant SQL. Donc prenez bien le temps. Ça va prendre énormément de temps. Vous pouvez intercaler en fait les maths dans votre apprentissage pour avoir théorie pratique parce que les maths c'est très théorique. Si vous voulez allier et théorique, vous pouvez réagencer pour avancer progressivement. Ici, on apprend SQL. Pourquoi SQL? Je vous ai dit que dans la deuxième étape du travail de data scientist en banque, il y a ce qu'on appelle l'extraction des données. Pour extraire les données, on se connecte souvent aux bases de données. Et le langage qui permet d'interroger les bases de données, c'est quoi? C'est SQL. C'est pour ça que vous devez comprendre SQL, du moins avoir les bases. Au quotidien, moi, je n'utilise pas SQL, mais ça peut être intéressant. Mais j'ai besoin de ces connaissances-là pour pouvoir... moi, je travaille avec SAS, par exemple. Il y a la proc SQL. Donc, le fait d'avoir compris SQL me permet de travailler sur les bases de données. Donc, n'hésitez pas, apprenez SQL, tout ce qui va être clé primaire, clé étrangère, la notion de normalisation d'une base de données. C'est très important. Savoir qu'il ne doit pas avoir redondance d'informations, comprendre les syntaxes de base, les requêtes crudes, création, lecture, mise à jour et delete. Toujours comprendre ces critères-là. Comprendre comment est-ce qu'on filtre la clause where, and, or, not, clause like, clause order by, les regroupements par agrégation, group by, distinct, les fonctions d'agrégation, SQL intermédiaire, j'ai mis toutes les notions qu'il faut comprendre sur cela. SQL avancé, tout ce qui va être union all et autres, group by, roll-up, partition by. Voilà. Donc, vous comprenez SQL. Vous faites, ici, j'ai mis également des projets en SQL que vous pouvez regarder. Vous avez ici Edwick.
SQL Challenge. Vous avez ici des challenges pour progresser en SQL. N'hésitez pas à faire ces cas d'usage pour progresser progressivement en SQL. Vous avez toutes les ressources en description. N'hésitez pas à aller les télécharger. Une fois qu'on a compris SQL, vous voyez, on a déjà plusieurs compétences. On comprend les stats unis bivariés, on comprend la programmation Python R, on comprend les mathématiques, algèbre, analyse, optimisation, probabilité. On comprend SQL. On peut faire un projet, une petite pause, douceur entre guillemets. On fait un projet de data visualisation. Cette fois-ci, ça va nous demander en fait les connaissances en statistique. Ce sera une consolidation en statistique. Vous pouvez utiliser les packages comme Shiny AR, comprendre comment est-ce qu'on fait de la visualisation des données. Il y a une chaîne que je vous recommande, c'est la chaîne de Benjamin Eisenberg qui est là, qui parle principalement de Power BI. Comment est-ce qu'on arrive à faire des graphiques de qualité. N'hésitez pas à aller sur cette chaîne-là si vous voulez monter en compétence en Power BI aussi. Personnellement, je n'utilise pas Power BI, moi j'aime bien Shiny. Mais si dans vos travaux, vous avez besoin de ça, ça peut être intéressant de faire un projet juste pour valider la case DataVis avec R ou Python. Okay? Donc, une fois qu'on a compris la DataVis, on passe maintenant aux choses sérieuses. Okay? On apprend la statistique inférentielle. Comment est-ce qu'à partir d'un échantillon, on arrive à inférer au sein d'une population? Ça, c'est vraiment les fondements en statistique. Tout ce qui va être technique d'échantillonnage, bien comprendre comment est-ce qu'on arrive à choisir un échantillon représentatif. Là, j'ai mis l'ensemble des techniques: échantillonnage aléatoire simple, échantillonnage aléatoire stratifié, échantillonnage en grappe, méthode de régressement. Comprendre ces basiques-là, comprendre la notion d'estimation, estimation ponctuelle, estimation par intervalle de confiance. Parce que, par exemple, lorsque vous faites des prévisions en général en machine learning, avant de faire une prévision, ne donnez jamais une valeur ponctuelle, ne donnez jamais une valeur précise. Il faut donner la valeur avec l'intervalle de confiance. C'est pour ça que cette partie est très importante, parce que vous allez apprendre à faire une estimation par intervalle de confiance. Une fois que vous maîtrisez cette technique, les propriétés d'un bon estimateur, vous passez maintenant au test statistique. Okay? Comment est-ce que je valide la relation entre deux variables? Comment est-ce que c'est que lorsque j'ai une bonne note en mathématiques, j'ai également une bonne note en physique? Comment est-ce que c'est que les gens qui aiment le coin stat vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin? Donc, ce sont des tests comme ça que je peux mettre en place. Et là, vous avez les tests d'adéquation à la normalité, parce qu'on aime bien la distribution normale en statistique. On prend tous les tests, tests qui d'adéquation par exemple, pour tester si un échantillon suit une distribution spécifiée. Les tests de normalité comme Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Lilly-Belleford et autres, pour pouvoir vérifier qu'une distribution est normale. Je comprends ça, je mets en place ce qu'on appelle les corrélations. J'approfondis. On a vu les corrélations au début, on approfondit maintenant. Pearson, Spearman, Kendall, comprendre leurs limites, les contextes d'utilisation, etc. Je comprends pour les variables quantitatives. Je passe maintenant sur les variables qualitatives. La notion d'indépendance, de liaison, test de guide d'indépendance, je comprends comment est-ce qu'on l'utilise, je comprends ses limites, pas plus, au moins 5 observations par un groupe. Je fais le test exact de Fisher, mesure d'association, coefficient de contingence, coefficient V de Kramer pour mesurer l'intensité, coefficient T de Tufo, j'apprends tout ça. Et ensuite, je passe maintenant au test de comparaison de moyenne. Les moyennes, c'est souvent qualitatif, quantitatif. Là, c'était Cali-Cali, ici c'est Cali-Canti, maintenant c'est Cali-Canti. Cali-Canti. Donc là, c'est moyenne. Je mets en place le test de Student. Je comprends comment ça fonctionne. Je comprends les hypothèses, notamment la normalité et l'égalité de la variance. Je mets en place maintenant l'analyse de la variance de façon plus poussée, qui mesure l'indépendance entre plusieurs groupes. Test de Kruskal-Wallis. Là, j'ai mis paramétrique et non paramétrique. Donc, je commence déjà à introduire des notions plus poussées. Paramétrique parce que ça dépend d'une loi. Généralement, ça dépend de la loi normale ou ses dérivés. Non paramétrique, il n'y a pas de dépendance en une loi. C'est souvent moins puissant, c'est vrai. Vous allez apprendre ce qu'on appelle la notion de puissance d'un test, en fait. Une fois que j'ai fait ça, je comprends les tests d'égalité de variance, qui est une hypothèse du test d'ANOVA. Il y a énormément de choses que j'ai appris ici. Je fais un projet pour consolider l'ensemble de ces connaissances. C'est super important. Donc, vous avez ici l'enseignement qui est très théorique. Je vais rechercher des enseignements plus pratiques pour vous donner. Mais j'avoue que ça c'est très théorique. Mais vous avez des cours que j'ai mis là, ou bien un livre en anglais pour comprendre All of Statistics. Donc, c'est un cours complet qui a l'ensemble des notions à maîtriser en statistique. N'hésitez pas à voir ce document. Donc, j'apprends toutes ces notions-là. Je pratique, parce que tant que vous ne pratiquez pas,
vous n'allez pas intégrer les notions. Je fais un 7e projet qui sera sur des tests statistiques. Je vais analyser les liaisons entre les variables, calculer les corrélations. Donc, je fais un projet qui va me pousser à tout utiliser. Ça peut être un projet dans votre entreprise, ça peut être un projet sur les données que vous avez récoltées, peu importe. Donc, à ce stade, vous venez de faire énormément de choses. On passe donc à la prochaine étape qui est l'analyse factorielle. On a fait uni, bi. Les méthodes factorielles vous permettent d'analyser plusieurs variables simultanément. Ça, c'est très important d'apprendre ces notions-là parce que les techniques comme l'ACP de réduction de dimension qui permet aussi de visualiser les données. Comment est-ce qu'on arrive à interpréter, avoir une première idée des groupes. Je fais l'ACM. Comment est-ce que j'analyse plusieurs variables qualitatives simultanément. ACP, c'est variables quantitatives. Je fais l'AFC. Là, c'est 2 variables qui ont plusieurs modalités. On arrive à comprendre les associations entre les modalités des données catégorielles. Il y a également ce qu'on appelle l'analyse factorielle discriminante. Et également d'autres approches comme la FDM sur les données mixtes, qualitatives et quantitatives, pardon. Et ici, vous avez le guide ultime qu'il faut absolument avoir lorsqu'on parle de stats exploratoires. Franchement, dans ce livre, vous avez tout. Vous comprenez ce livre, l'analyse de données n'a plus de secret pour vous. Donc, dans votre formation, comprenez ce livre, prenez le temps, apprenez. Une fois qu'on a compris l'analyse factorielle, encore un projet. 8e projet de la formation, ça porte sur l'analyse factorielle. Ça peut être de l'ACP, ça peut être de l'ACM, ça peut être peu importe. Je fais en R ou en Python. Choisissez, ou vous pouvez faire sur les deux si vous êtes motivé. Mais faites un projet qui va consister à analyser les données. Sachant que quand vous allez faire l'analyse factorielle, n'oubliez pas, on commence toujours par analyse uni, analyse bi, avant de faire analyse multiple. Parce que là, c'est analyse multidimensionnelle. Ça vous fait réviser tout ce que vous avez vu plus haut et vous ajoutez une nouvelle notion. Ok. Une fois que vous avez fait ça, on passe maintenant au machine learning. Bon, ça aussi, c'est du machine learning. Mais maintenant, on va apprendre tout ce qui va être, comme j'ai mis ici, comme le graphique sur le monde. C'est un graphique que j'ai pris également sur Internet. Vous avez ici l'ensemble des techniques, que ce soit apprentissage supervisé. Là, c'est-à-dire, on veut prédire des variables connues. Le cas du secteur bancaire que j'ai donné, c'était de l'apprentissage supervisé. Je vais déterminer le niveau de risque d'un client. Est-ce qu'il va faire défaut ou pas? Apprentissage non supervisé. Là, mon objectif, c'est de créer des groupes en fait homogènes et hétérogènes à l'intérieur. Vous avez clustering, technique de reddition de dimension. Et aussi, ça, c'est optionnel. Ce qui est ici, c'est optionnel. Mais ce qui est vraiment urgent, c'est ça. Tout ça, c'est urgent. Mais ça, je mets ça dans la case optionnelle. On commence par l'apprentissage non supervisé. Ici, vous allez apprendre le clustering et les techniques de réduction de dimension. Tout ce qui va être clustering, ça, c'est quoi? C'est K-means, CAH, DBSCAN. Dans la partie DBSCAN, je n'ai pas encore vu de bons résultats, mais K-means, CAH, ça marche plutôt pas mal. Vous mettez en place l'ACP encore ou encore TSNE. Vous allez apprendre d'autres techniques comme le TSNE. Surtout, faites un projet sur le clustering. Essayez de créer des groupes homogènes à l'intérieur et hétérogènes et développer vos compétences en faisant un 9e projet. Une fois que vous faites ce projet, vous assimilez l'ensemble des connaissances nécessaires pour comprendre l'apprentissage non supervisé. Vous passez maintenant à l'apprentissage supervisé. Donc, l'apprentissage supervisé, c'est quoi? C'est tout ce qui va être comprendre, tout ce qui va être technique de validation croisée, les étapes de modélisation, les 7 étapes que j'ai données au début. Je comprends la problématique, je récupère les données, je choisis les variables, je fais le modèle, je valide le modèle, je mets le modèle en production, je fais le backtest, c'est-à-dire je suis le modèle dans le temps. Voilà les 7 étapes à maîtriser. J'analyse les valeurs manquantes, les valeurs aberrantes. Toutes ces notions sur l'ingénierie des caractéristiques, comment est-ce que je choisis les variables les plus pertinentes, tout ce qui va être mise à l'échelle, normalisation, standardisation, rééchantillonnage, sous-échantillonnage, sur-échantillonnage. Bien sûr, commencez toujours par les bases. Très important. On commence par les bases, on apprend la régression linéaire, la régression logistique, l'analyse discriminante, les cas plus proches voisins, l'arbre de décision. Si on a plusieurs modalités, il y a ce qu'on appelle la régression polytomique ordonnée. Lorsque vous souhaitez prédire une variable qui a de l'ordre, comme bien, très bien, excellent, vous voyez, il y a de l'ordre, c'est ordonné. Sinon, régression logistique multinomiale, ça ce sont les modèles basiques à maîtriser. Une fois que vous avez ici le livre que je vous recommande, Statistical Learning, vous avez la version R classique qui est là. Vous pouvez apprendre également le machine learning avec Python, juste là, n'hésitez pas. Le livre, il est disponible, c'est gratuit, en ligne. Une fois que j'ai appris les bases, je fais un projet. Moi, je dirais même que je vais faire un projet avec chaque approche. Franchement, un projet où j'ai utilisé la régression linéaire, un projet où j'ai utilisé la régression logistique, un autre sur l'analyse discriminante. Chaque approche a son projet. Donc, j'aurai mon dossier avec autant de projets que d'approches de machine learning. Parce que dans les approches, il y a toujours les hypothèses à vérifier. Donc, n'hésitez pas à aller en profondeur. Comprenez comment ça marche, théorie, pratique. Et je fais chaque approche. Et là, vous avez les livres pour vous aider à avancer. Une fois que j'ai appris les bases, je comprends très bien. Maintenant, je fais le machine learning avancé.
Ok? Dans machine learning avancé, j'ai mis quoi? Tout ce qui va être régression pénalisée, ridge, lasso, elastic net, tout ce qui va être forêt aléatoire, c'est-à-dire des combinaisons. Vous voyez, dans une forêt, il y a plusieurs arbres. Ici, j'ai de faire l'arbre de décision. Ça veut dire que dans la forêt aléatoire, c'est dans une forêt, on a beaucoup d'arbres. Donc, c'est un modèle qui est constitué de plusieurs arbres de décision. Comment est-ce qu'on choisit le nombre d'arbres? Comment est-ce qu'on combine ces arbres? Vous allez apprendre ça ici. Vous allez apprendre le bagging, le boosting, cat boost, IG boost, l'AIGBN. Voilà. Et quand vous faites ça, encore une fois, on fait des projets pour consolider. Dans les projets, on doit tester chaque algorithme, comprendre les avantages, comprendre les inconvénients. Et voilà un autre projet que je donne, c'est le projet 11. Ça peut être divisé en 5-6 projets comme vous voulez, mais allez sur Kaggle, il y a des données et faites ce projet-là pour pouvoir progresser en machine learning avancé. Là, vous venez de faire le plus gros du travail, ok? Une fois que vous avez fait tout ça, maintenant, vous pensez aux données temporelles. Si par exemple, j'ai l'évolution de mes ventes dans le mois, comment est-ce que je prends en compte la notion de temporalité? Si je suis une variable comme le PIB, le chômage dans le temps, comment est-ce que je prends en compte cela dans un modèle mathématique? J'apprends donc les bases des séries temporelles. Quelles sont les caractéristiques d'une série temporelle? Comment est-ce que se comportent des données temporelles? Comment est-ce qu'on les visualise? C'est quoi la tendance? C'est quoi la saisonnalité? Comment est-ce qu'on les décompose? Vous voyez, j'apprends les modèles adaptés. Les modèles que je vous ai montrés plus haut, en général, c'est plus sur les données qui ne sont pas temporelles. Ici, comment est-ce que je mets en place un modèle temporel? Tout ce qui va être MA, AE, ARIMA, SARIMA, VA, VECM, les indicateurs MSE, MAE, RMSE, les critères de comparaison du modèle AIC, BIC, bref, toutes les notions. Il y a les modèles plus avancés comme les RNN, réseaux de neurones récurrents, ou encore les LSTM. Voilà les modèles qu'on utilise souvent pour les séries temporelles. Donc, j'apprends à profondeur cela. En fonction du domaine dans lequel vous allez travailler, ça peut être nécessaire. Vous avez également des ressources pour progresser. Et ensuite, faites un projet, bien sûr, pour utiliser les séries temporelles. Faites toutes les étapes. On commence toujours par le modèle le plus simple possible. Ça, c'est capital, c'est la base. Donc, j'apprends à utiliser les séries temporelles. J'apprends les propriétés. On parle souvent, moi, je dis souvent que la première question à se poser lorsqu'on est sur une série temporelle, c'est est-ce que la série est stationnaire? Du coup, ça veut dire quoi stationnaire? Comment est-ce qu'on identifie une série stationnaire? J'apprends tout cela progressivement. Une fois que j'ai compris cela, ici aussi, ce n'est pas obligatoire. Cette partie ici, c'est une autre partie qui est optionnelle. Parce qu'en fonction du domaine, vous n'aurez peut-être pas besoin de ça. C'est ce qu'on appelle les modèles de durée. C'est quoi les modèles de suivi? Les modèles de durée, le modèle de Weibull, exponentiel, log logistique, pardon. Par exemple, ici, les modèles de durée, personnellement, au quotidien, ce n'est pas le modèle que j'utilise le plus. Mais ça peut arriver que dans des travaux de recherche, on veut challenger ce qui existe, on pense à mettre en place des modèles de durée. Donc, il faut voir ça comme des boîtes à outils que le data scientist a dans sa poche. Le jour où il a besoin, il récupère et il l'utilise. C'est ça, en fait. Même les séries temporelles, en fonction de votre industrie, peut-être ça ne sera pas nécessaire. Par exemple, si c'est nécessaire en banque, on a souvent besoin d'analyser la liaison entre la probabilité de défaut et les variables macroéconomiques. Et dans ce contexte-là, il faut comprendre ces modèles-là. Okay? Mais si vous êtes dans un contexte où vous n'avez pas besoin, c'est pour ça que c'est important de vous renseigner dans le domaine dans lequel vous souhaitez travailler pour optimiser votre apprentissage. Donc ça, en fonction du domaine, ça peut être optionnel, ceci. Okay. Une fois que vous avez appris toutes les bases, vous avez appris statistique unie, statistique bi, vous avez fait 2 projets, on a appris Python, on a appris R, on a appris l'algorithmique, on a appris quoi d'autre? On a appris SQL, on a fait la data vise avec Power BI Tableau, on a appris la stat inférentielle, on a fait un projet, on a fait les analyses factorielles, on a fait un projet, on a fait les modèles de base linéaires, logistiques et autres, on a fait les modèles avancés, bagging, boosting et autres. En fonction du domaine, on met en place série temporelle ou encore modèle de durée. Et maintenant, si la computer vision vous intéresse, si vous voulez faire du deep learning, si l'IA générative, c'est vraiment le domaine dans lequel vous souhaitez vous spécialiser, j'ai mis l'ensemble des ressources nécessaires. Vous voyez, l'IA générative, les modèles génératifs, c'est juste une catégorie de modèles de deep learning. Ça se base souvent sur ce qu'on appelle les transformers, du moins GPT, BET et autres. L'architecture, c'est ce qu'on appelle les transformers. Donc, vous voyez ici, voilà l'intelligence artificielle, l'ensemble des méthodes de machine learning que vous avez déjà vu plus haut. Deep learning, c'est juste une sous-catégorie qui n'est pas utilisée partout. Donc, c'est plus des entreprises de la tech qui ont beaucoup de données et qui peuvent se permettre d'utiliser. C'est vrai qu'il y a le transfer learning, mais c'est juste pour vous dire que dans votre apprentissage, si ce n'est pas ce que vous allez utiliser au quotidien, ne mettez pas trop d'efforts là-dessus. Sauf bien sûr sur l'IA générative parce qu'on en parle. Je vous recommande pour pouvoir
à être curieux, de savoir au moins ce que c'est. Donc ici, j'ai mis Deep Learning, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi les réseaux de neurones, ça veut dire quoi, c'est quoi les différentes couches, comment ça fonctionne, comprendre les architectures populaires, comme les réseaux de neurones convolutionnels qu'on utilise pour pouvoir travailler sur les images, les réseaux de neurones récurrents qu'on utilise pour pouvoir travailler sur du texte ou encore sur les données temporelles, les modèles GAN, Generative Adversarial Network, qu'on utilise également pour pouvoir générer des images et autres. Apprenez le principe de base, la rétropropagation, backpropagation sur les réseaux de neurones, c'est très important pour pouvoir déterminer les coefficients associés à chaque couche, comprendre les techniques d'optimisation, que ce soit la descente de gradient ou encore la descente de gradient stochastique, technique Adam et autres, les techniques de régulation qu'on peut mettre en place dans des réseaux de neurones pour avoir un modèle efficace, que ce soit Dropout ou encore L1, L2. Comprendre les packages populaires comme TensorFlow, Keras, PyTorch, donc c'est les principaux librairies. Et ensuite, vous comprenez tout ça, vous appliquez à ça au langage naturel, le NLP. C'est quoi la tokenisation? Comment est-ce qu'on précrète? La première étape dans tout projet de machine learning, ce sera toujours le précrètement des données. Et sur les tests, il y a ce qu'on appelle la tokenisation, stop word, lemmatisation, steaming et autres. Comment est-ce qu'on arrive à représenter un texte, une phrase, sous forme vectorielle? Parce que tous les calculs se font toujours sous format numérique. On a d'abord les données textuelles. Comment est-ce qu'on arrive à quitter d'une représentation textuelle, comme vous le voyez ici, à une représentation numérique sur laquelle on peut faire des calculs? C'est ce qu'on appelle le word embedding. Donc, comprendre ce que c'est, TF, IDF, backward. Comprendre les modèles de langage, Large Language Model, LLM, c'est basé sur les transformers, les tâches, techniques d'apprentissage et autres. Donc, vraiment, approfondir la notion NLP. Si c'est lié à génératif, vous avez plusieurs générer des images, générer du texte, générer de la musique. Il y a un livre de David Foster qui est en description que je vous recommande pour pouvoir provoquer ces sujets-là. Vous avez la computer vision, comment est-ce qu'on arrive à détecter des images, comment est-ce qu'on fait la détection faciale et autres. Vous avez ça là. Et vraiment, c'est encore même plus optionnel que les autres, c'est le reinforcement learning. Personnellement, je n'en ai jamais utilisé. Peut-être dans le domaine dans lequel vous allez travailler, vous aurez besoin, mais dans votre apprentissage, c'est pas la première chose à faire. J'ai mis ça pour information, si vous souhaitez aller plus loin. Mais honnêtement, c'est vraiment la partie que j'enlèverai de cette roadmap. Donc, vous voyez, parmi tout ce que j'ai cité là. Une fois que vous avez compris tout ça, vous avez les bases pour être data scientist. Ça, c'est ce qu'on attend d'un data scientist, tout ce que j'ai listé. Mais de plus en plus, en entreprise, on veut ce qu'on appelle les full stack data science. Ça veut dire des personnes qui vont faire les modèles, faire les statistiques, mais en plus, qui doivent avoir des compétences en déploiement ou encore en ingénierie logicielle. Ça ne veut pas dire qu'au quotidien, vous allez faire cela. Au quotidien, peut-être vous n'allez pas déployer, sauf si vous êtes dans des petites équipes, dans des petites entreprises. Là, oui, vous allez avoir besoin de cela. Mais dans les grands groupes, c'est bien d'avoir cette compréhension pour comprendre les équipes avec lesquelles vous échangez. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis d'autres compétences. S'il fallait même prioriser entre le deep learning et tout ça, moi, je priorisais ça dans mon entreprise. Je prioriserais cette partie dans mon apprentissage, en fait. Donc, avant même de faire le deep learning, je vais d'abord chercher à être full stack data scientist, vous voyez. J'apprends les bases, tout ce qui va être statistique, mathématiques, probabilité, AFC, méthode factorielle, machine learning classique, régression linéaire, logistique, et je vais un peu plus loin, random forest boosting bagging. Avant même de penser à faire deep learning, moi, je cherche d'abord à être full stack. C'est ma stratégie à moi. Donc, full stack, ça veut dire que j'apprends les bonnes pratiques pour avoir un code de qualité. J'apprends les bonnes pratiques pour pouvoir déployer mon modèle. Et là, je vous ai mis les notions à apprendre. Tout ce qui va être ingénierie logicielle, comment est-ce qu'on arrive à écrire des codes qui sont propres, lisibles et réutilisables. Vous avez les techniques. Comment est-ce que j'arrive à mettre en place un projet qui a une très belle architecture. Comment est-ce que je travaille de façon collaborative avec Git et GitHub. Ça, vous pouvez me dire intégrer ça au début. Créer vos comptes GitHub, apprendre à travailler avec ces outils-là. Une fois que j'ai appris cela, je vais maintenant vers la mise en production des modèles en fait. Comment est-ce qu'on crée les environnements virtuels, tout ce qui va être Docker, comment est-ce qu'on déploie les modèles, l'environnement de production, tout ce qui va être DevOps, intégration continue, déploiement continu et autres. Comment est-ce qu'on fait MLOps, introduction, comment est-ce qu'on développe des API, Flask, FastAPI, tout ce qui va être le cloud computing. Aujourd'hui, on parle de AWS, Azure ou encore Google Cloud Platform. Choisissez une plateforme. Le débat est Python. C'est la même chose que AWS ou Azure. Ça dépend de votre entreprise. Le plus important, c'est de comprendre les principes du cloud computing. C'est pour ça que ici, vers la mise en production, vous devez apprendre tout ça.
Il y a aussi d'autres compétences que vous pouvez également apprendre. SQL, on n'en a pas de SQL, plus haut, ou encore l'architecture des données, tout ce qui va être environnement de Big Data, Hadoop, Spark, Kafka. Je ne sais plus quel est le plus utilisé aujourd'hui, mais vraiment, concentrez-vous vers devenir full stack. Pas parce que vous allez faire tout au quotidien, ce n'est pas possible, mais plus parce que vous allez comprendre les autres et vous serez flexible en fait. Le jour où on aura besoin de vous sur cette tâche, vous serez flexible. C'est ça l'idée en fait derrière être full stack. Donc avant d'aller sur le reinforcement learning, moi j'apprendrai à être full stack et vous avez ici les ressources. J'ai mis des liens utiles avec le repo. Vous voyez comment est-ce qu'on travaille sur Linux, comment est-ce qu'on travaille collaboratif en GitHub, comment est-ce qu'on améliore la qualité de son code. Vous avez ici un cours, c'est un cours de l'INSAE qui donne l'ensemble des techniques. Vraiment, allez-y, profitez-en. C'est complètement gratuit et c'est accessible à tous sur Internet. Vraiment, vous n'avez plus de raison de ne pas monter en compétence. Et une fois que j'apprends ça, je suis full stack data scientist. Je peux travailler dans toutes les entreprises. Donc voilà les bases pour être data scientist. J'ai vu cette publication sur LinkedIn, franchement, j'étais assez surprise parce que data scientist, data engineer, ce n'est pas du tout la même chose. On travaille sur les données, mais on ne fait pas la même chose sur les données. Ce n'est pas les mêmes compétences. Si vous souhaitez être data scientist, ne devenez pas être data engineer. Si vous souhaitez être data scientist, apprenez les bases pour être data scientist parce que c'est deux métiers différents. En data science, il y a les maths, il y a les stats et voilà. Donc on apprend aussi à programmer, mais vraiment faites attention à tout ce que vous voyez sur Internet parce que je sais qu'il y a beaucoup de confusion dans ces métiers-là. Apprenez les bases. Entre une personne qui maîtrise un métier et une personne qui joue seulement avec les données, on va toujours choisir celle qui maîtrise les données et qui comprend le métier. Donc, dans votre apprentissage, commencez déjà à intégrer au fur et à mesure une dimension métier. Intéressez-vous à votre secteur d'activité. Likez, commentez, partagez. Surtout, en description, vous avez le notebook. N'hésitez pas à le télécharger. En attendant, vous pouvez regarder cette playlist pour pouvoir monter en compétences en Python ou alors comprendre les statistiques en regardant cette vidéo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour la suite de l'aventure. Bye.